Entrevue locale. Réalité d'ici. Vous écoutez les Midi Lunch du Rocher sur Bleu FM. Le journaliste du côté de la presse, Nicolas Bérubé, vient de sortir un nouveau livre, son 3e sur les finances, qui s'appelle « L'art de multiplier son argent, 17 leçons pour réussir du côté de la bourse », donc pour réussir en bourse. On va le saluer. Bonjour, Monsieur Bérubé. Bonjour, Jacinthe. Premièrement, après ce 3e livre, est-ce que c'est important d'avoir lu les 2 autres livres à succès pour pouvoir lire ce 3e? Très bonne question. En fait, mon nouveau livre, c'est un peu la suite de mon livre de 2022 qui s'appelait « De zéro à millionnaire ». Puis, dans le fond, le livre de 2022, c'était vraiment démystifier la bourse pour une personne curieuse qui a jamais vraiment accordé d'attention à ça ou qui a toujours trouvé que c'était pas pour elle. Donc, ce livre-là, en un week-end, on fait le tour, puis la personne peut fermer le livre puis dire « Maintenant, je comprends, puis je sais quoi faire ». Donc, ça, c'était pour débroussailler le sujet. Puis le livre que je publie maintenant, c'est pour les gens qui veulent aller plus loin, qui ont plus de questions, qui veulent creuser le sujet davantage, parce que moi, ça m'étonne, chez les lecteurs, il y a vraiment des gens qui s'intéressent à ça, puis qui se découvrent des intérêts pour ça avec le temps. Donc, ça me permet de répondre à ces questions-là. Parce que chaque semaine, vous sortez une chronique du côté de la presse. Est-ce qu'on vous parle beaucoup de la bourse et des mythes autour de la bourse? Oui, constamment. Puis beaucoup de gens aussi vont m'en parler, mais pas directement. Ils vont me dire, par exemple, il va y avoir un jeune qui va m'écrire, qui va me dire « Ah, moi, j'achète juste des compagnies de technologie parce que j'ai beaucoup de temps devant moi, puis dans 20 ans, je pense que la technologie va être plus importante dans nos vies qu'aujourd'hui. » Quand les gens me disent ça, je dirais « Bon, ben parfait, ça fait un consensus, tout le monde est d'accord pour dire ça. » Donc, c'est pas une information qui est unique et qui est originale. Donc, les prix qu'on paye aujourd'hui pour les actions de technologie tiennent compte de ça. Donc, c'est pas une façon, comme les gens ont l'impression un petit peu que s'ils font ça, ils vont dépasser tout le monde par la droite puis qu'ils vont faire des super bons rendements. Malheureusement, l'histoire nous montre qu'une industrie qui a très bien performé dans les 5-10 dernières années, souvent va sous-performer dans les 5-10 années suivantes. Donc, les gens qui sont en ligne pour ça, c'est une bonne idée. L'idée est géniale, mais tout le monde la connaît, cette idée-là. Donc, c'est pas une façon de faire augmenter nos rendements, malheureusement. Quand on parle de la bourse, est-ce qu'il faut y aller avec simplicité? Parce que j'ai l'impression qu'on essaye tous de trouver comme la recette magique pour devenir millionnaire rapidement, mais en réalité, c'est le temps qui peut nous aider. Oui, puis c'est la diversification. Puis la bourse, il y a une espèce de réputation casino qui est autour de ça. Puis quand on en entend parler de façon anecdotique par notre famille, nos amis, un tel a acheté telle compagnie, ça a fait x3 depuis ce temps-là. Donc, il y a beaucoup d'anecdotes reliées à ça, mais quand on regarde, on prend un pas de recul puis on regarde c'est quoi les bonnes façons d'approcher de ce sujet-là puis d'investir, c'est de diversifier nos placements, c'est d'acheter des fonds négociés en bourse qui sont diversifiés à frais de gestion très faibles, parce que souvent les frais de gestion peuvent être de plus de 2%. Donc, ajouter à ça l'inflation qui prend la valeur sur notre argent de chaque année de 2-2,5%, ben là, on est déjà presque à 5% juste pour faire du surplace, là, même pas pour s'enrichir. Donc, ça, les gens le perdent de vue des fois. Donc, dans mes livres, j'explique là, justement les fonds négociés en bourse. C'est un peu comme acheter une botte de foin, puis on sait qu'il va y avoir 2 ou 3 aiguilles dans cette botte de foin-là. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir versus la personne qui veut rechercher le prochain Apple, le prochain Google. Les études nous montrent que c'est pas une bonne approche. On est plus souvent déçus qu'autrement quand on essaie de faire ça. Mais parlons-en un petit peu. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi un FNB qu'on entend parler en ce moment un petit peu partout? Bien, FNB, c'est un fonds qui fait, en fait, une photocopie un peu d'un marché boursier donné. Donc, le marché boursier américain, le marché boursier canadien, le marché boursier de différents pays en Europe et en Asie. Donc, on suit ces marchés-là, mais on peut les acheter aussi. Il y a des compagnies qui mettent en marché des fonds qui reproduisent le marché de ces compagnies-là. Et la bonne approche, si vous voulez, les produits qui sont disponibles depuis 7 ou 8 ans, c'est les fonds négociés en bourse tout en un. Donc, dans un seul fonds, vous avez
vos actions canadiennes, actions américaines, actions européennes, asiatiques, et vous avez aussi des obligations, parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la volatilité de la bourse. Donc, avec ces fonds-là, des FNB tout en un, vous êtes exposé à la planète boursière au complet. Vous avez investi dans plus de 12 000 compagnies dans plus de 40 pays. Donc, c'est extrêmement diversifié. Donc, si les États-Unis vont moins bien une année, puis l'Europe va mieux cette année-là, ben vous en bénéficiez, et vice-versa, avec le Canada, avec l'Asie et tout ça. Et c'est des fonds qui ont des frais de gestion extrêmement bas. On parle d'environ 0,2% par année de la somme investie. C'est près de 10 fois moins que ce que les banques souvent nous exigent là, pour investir dans des fonds communs de placement vendus par les banques. Donc, c'est des produits extrêmement performants qui, malheureusement, sont souvent peu proposés aux gens parce que, bon, l'industrie des placements aime nous vendre des produits qui ont un petit peu plus de frais. Donc, les gens qui ont cette connaissance-là, ben, peuvent justement investir à très faible frais avec ces fonds-là. Et grâce à vos livres, on peut en découvrir plus là-dessus. Et l'autre chose qu'on comprend avec votre livre, c'est que selon notre âge, ça aussi, ça change la façon de planifier notre avenir. Si on a des auditeurs qui sont plus autour de la trentaine, qu'est-ce qu'ils devraient faire ces auditeurs-là au niveau des investissements? Ben, la trentaine, c'est tout jeune. Alors, ça, c'est sûr que la personne de 30 ans, si on prend une espérance de vie souvent les planificateurs financiers aiment mettre le chiffre de 95 ans, pas parce qu'on pense que les gens vont nécessairement se rendre là, mais c'est une bonne idée de planifier pour le très long terme. Donc, une personne de 30 ans aurait encore 65 ans dans les marchés devant elle, parce que des fois, les gens m'écrivent qui ont 55 ans vont me dire « Ah, moi, il me reste 10 ans. » Je dis non. Vous avez 55 ans, il vous reste 40 ans, il vous reste pas 10 ans. Donc, il faut vraiment voir à long terme. Puis une personne de 30 ans pourrait, mais ça dépend aussi si elle a un régime de retraite avec son emploi, donc sa capacité de prendre du risque aussi avec ses placements, mais cette personne-là pourrait penser à un portefeuille équilibré. Quand on dit portefeuille équilibré, c'est 60% actions, 40% obligations. Puis ça permet de capturer un peu les gains à long terme de la bourse tout en gardant la partie obligation va garder sa valeur là, durant les années de baisse boursière. Donc, ça pourrait être une bonne approche. Puis ensuite, ben peut-être dévier de ça si on est plus à l'aise avec la prise de risque. On peut peut-être avoir un portefeuille plus 80% actions, 20% obligations. Certaines personnes sont à l'aise avec ça. Mais il faut vraiment voir aussi l'horizon. Parce qu'une personne de 30 ans qui veut s'acheter une maison dans 2 ans, elle peut pas se permettre de prendre beaucoup de risques avec son argent parce qu'elle en a besoin de cet argent-là dans 2 ans. Donc, même si elle est jeune, on peut pas se fier là à son âge. Là. Donc, des fois, les gens veulent faire un achat à court terme, mais tu sais, quand je dis court terme, je dis c'est peut-être moins de 5 ans, mais on peut pas se fier à la bourse parce que c'est une période qui est trop courte. Si on vit une baisse boursière durant le moment où vous avez besoin de votre argent, vous n'êtes pas mieux avancé. Là. Et de l'autre côté, vous en avez parlé un peu, mais si j'ai une personne de 60 ans, est-ce qu'il est trop tard pour investir? Non, parce qu'une personne jeune de 60 ans qui a encore 35 ans dans les marchés, il reste encore beaucoup de décennies là, pour investir. Donc, à cet âge-là, la difficulté va être plus au niveau du train de vie, je vous dirais, parce que c'est sûr que la personne qui n'a pas mis d'argent de côté, qui a dépensé et tout, elle est habituée à un certain train de vie. Donc, il faut revoir peut-être ses habitudes pour dégager de l'argent à investir, mais cette personne-là doit aussi avoir un portefeuille qui comporte des actions dans la majorité des cas parce que, justement, il y a le risque d'inflation durant sa retraite. L'inflation n'arrête pas parce qu'on arrête de travailler. Donc, il va avoir un portefeuille souvent qui va être composé d'actions et d'obligations. Là, il faudrait voir avec un planificateur financier les profils de chacun, mais il y a des gens, des fois, qui m'écrivent, qui aiment beaucoup des placements très, très, très sécuritaires, un CPG, quelque chose qui va donner 2,5-3% peut-être. Le risque avec ça, c'est que vous avez encore 30 ans, 35 ans à vivre. Et si vous avez un rendement de 3% ou 2,5%, vous faites à peu près pas l'inflation. Donc, vous n'êtes pas en train de faire travailler votre argent pour vous. Donc, c'est correct d'avoir une partie de nos placements
très sécuritaire parce que oui, on aime ça, savoir qu'on va avoir de l'argent pour payer l'épicerie l'année prochaine, mais il faut avoir aussi une partie de nos placements sur plusieurs décennies là, qui continuent de travailler pour nous, puis ça, c'est les actions qui peuvent nous faire ça. Sur les 17 leçons pour réussir en bourse, est-ce que vous pouvez nous en offrir une pour nos auditeurs et auditrices? Oui, il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle « Plus l'histoire est belle, plus nos poches sont vides ». Puis ça revient un peu à ce que je disais au début sur les idées qu'on a comme investisseurs. Des fois, on va penser à qu'est-ce qui va marcher demain. Les voitures électriques. Ah oui, les voitures électriques. Là, on va vouloir investir là-dedans. On va avoir des idées sur la direction des sociétés, la direction de la planète, puis on va vouloir se positionner pour en profiter. C'est humain, c'est normal de vouloir faire ça, mais il faut se rappeler que le marché, c'est composé de milliards de personnes. Donc, ces données-là, puis ces volontés-là, puis ces aspirations-là sont déjà inclus dans les prix qu'on paye aujourd'hui. Puis, ça fait en sorte qu'une compagnie, par exemple, qui fait de l'asphalte puis de la roche concassée, pourrait avoir de meilleurs rendements qu'une entreprise de technologie à long terme, justement parce qu'elle fait plus de profit puis elle est plus négligée par le marché. Donc, quand on voit les choses sous cet angle-là, on reste un peu plus humble puis on comprend que là, acheter le marché au complet, ça nous assure là, d'avoir les gagnants de demain sans devoir les deviner. Nicolas Bérubé, merci beaucoup. On rappelle aux gens que votre nouveau livre, L'art de multiplier son argent, 17 leçons pour réussir en bourse, est disponible dès maintenant pour les gens qui souhaitent en savoir plus. Mais vous avez 2 autres livres aussi excellents qui sont à succès pour en apprendre plus sur notre portefeuille. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup.